lorsque vous menez la chose. Vous n'avez pas à avoir peur des autres. Et chacun a le droit d'exister sous la forme qu'il veut. Vous voyez, chacun a le droit d'exister sous la forme qu'il veut. Cependant, la différence va s'installer, voyez, dans ce que vous allez faire, voyez, de cette responsabilité. La différence se situe à ce niveau. Elle se situe à ce niveau, pas ailleurs. Tout le monde peut se proclamer de n'importe quel bord, de n'importe quelle sensibilité politique. Tout le monde a le droit, pour peu qu'il respecte la réglementation, les lois de ce pays. Il a le droit d'exister, il a le droit de faire sa campagne, il a le droit de parler de ses convictions, il a le droit de parler de sa politique, il a le droit... Mais, je vous dis encore une fois, ce qui est important, c'est à chaque fois de faire un travail de fond, de permettre aux gens de comprendre qui est quoi. C'est là. Mais si nous restons sur ces slogans parce que c'est islamiste, parce que c'est démocrate, moi je voudrais bien voir si quelqu'un possède un scanner pour les humains, pour les faire passer, vous possédez un scanner pour les humains, pour les faire passer, vous avez des résultats qui est démocrate et qui est islamiste. Vous voyez ? Oui, voilà. Oui, d'accord, Jamal. Avec tout le respect que je dois, là, je ne partage pas totalement votre vision de la chose. Ça m'arrange, ça m'arrange. C'est une question religieuse et il faut mettre la religion au-dessus des questions politiques. Exactement. Ça fera partie de votre programme en essayant de convaincre que la religion n'a absolument rien à voir en politique. C'est à vous, si vous avez un parti démocrate, justement, c'est une des missions des partis démocrates, c'est de faire toucher du doigt que nous devons faire cette différence parce que, pour tel et tel résultat, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. C'est au travail des démocrates d'expliquer pourquoi il y a cette différence. Alors que nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous du même pays, nous partageons la même histoire, nous parlons la même langue, et je vois pas. Mais c'est là le travail des démocrates. Oui, je peux vous garder. Oui, je peux vous garder. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a un envahissement du studio, le journaliste, il y a tout le monde qui est là. Oui, mais il y a ni thé ni rien du tout ce soir là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le désert. Hein? J'irai me plaindre. On vous attendait, Jamel, avec votre chocolat quotidien. Oui, mais aujourd'hui, c'était pas possible parce qu'il y a eu des éboulements sur les gorges de Palestro. L'encombrement, c'est à ce moment-là qu'on a pensé à cette autoroute qui devient beaucoup plus un rêve qu'une réalité. D'accord ? Oui. Je vous laisse la baraque, je reviens. Il est minuit 6 minutes sur Alger Chaîne 3, c'est Franchise de nuit, deuxième heure, 021 48 15 15. Voilà, avant de reprendre, Ammar, vous êtes là ? Oui, je suis toujours là. Très bien. Je vais prendre 2 secondes. On m'interpelle sur Facebook en me disant, voilà, vous êtes allé directement sur la poésie, sur la politique, sur la musique, sur Oran, mais vous avez oublié de s'accorder une seule journée par an. Je continue encore à lever le carton rouge et dire qu'il faudrait qu'ils prennent la moitié de 365 jours et que les hommes prennent l'autre moitié, qu'on se partage la journée, la matinée pour les femmes, l'après-midi pour les hommes, mais pas une seule journée quand même. Et je continue encore de lever le carton rouge. Voilà. Mais je les salue. Minuit 7, c'est Franchise de nuit. Ammar, c'est à vous. Oui, très bien, Jamal. Toujours en continuant de cette optique de l'islamisme, j'aimerais bien savoir, il y a combien de musulmans sur Terre actuellement, Jamal, d'après tes informations? 2 millions, 3 milliards de musulmans sur Terre. Il y a ce qu'il y a. Ce n'est pas tant le chiffre qui va... Oui, justement, ça m'intéresse de connaître. Écoutez, je ne l'ai pas exactement, mais je sais qu'on est très nombreux. Mais ce qu'il y a, c'est que en Algérie, je suis sûr qu'on est musulmans à 99%, sans oublier les minorités qui existent en Algérie et qui ne sont pas négligeables. En Algérie, je suis sûr qu'on est musulmans à 99%, sans oublier les minorités qui existent en Algérie et qui ne sont pas négligeables. Pardon ? Dans le monde entier. Oui. Il y a 2-3 milliards. Non, mais c'est pas un problème le chiffre. Qu'est-ce que ça peut apporter dans le débat ? Ça va apporter justement. Allez-y. On dira 2-3 milliards, 4 milliards, peu importe le chiffre. Sans me vanter, Jamel, en mon âme et conscience, en tant que citoyen apolitique, je peux affirmer devant toutes les chaînes du monde que je suis le croyant le plus fort du monde. Parce que l'islam, la religion, ce ne sont pas des discours politiques, ce ne sont pas des rappels des versets coraniques, mais ce sont les actes, la relation humaine qu'on a avec nos semblables.
Et je peux redire ce que j'ai dit dans toutes les chaînes du monde. Convaincu du discours islamiste. Non, c'est pas être convaincu ou pas. C'est pas tant le fait d'être convaincu. Si vous arrivez au discours, ça veut dire qu'avant, absolument rien n'a été fait pour convaincre que les gens qu'il faut justement faire la séparation entre le politique et le religieux. Parce que s'il y a confrontation, ce sera le plus grand danger qui peut guetter un peuple. S'il y a la confrontation. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si on parle de parti islamiste ou si on parle de parti démocrate, je vous dis encore une fois, tout le monde a le droit d'exister sous la forme qu'il veut. Je vous dis encore une fois qu'il soit respectueux des règlements, des lois et des règlements de ce pays, de la République. C'est important. La République doit être garant, doit protéger les biens et les personnes, c'est dans la Constitution. Maintenant, derrière tout ça, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que des lois et des règlements de ce pays, de la République, c'est important. La République doit être garant, doit protéger les biens et les personnes, c'est dans la Constitution. Maintenant, derrière tout ça, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que depuis 89, les partis politiques ont fait un travail de fond? Est-ce que les partis politiques se sont impliqués, se sont engagés, ont sué pour expliquer justement ces choses-là, pour élever cette maturité politique qui, en ce moment, est inexistante, hein? Elle est inexistante. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission sur Canal... Sur Canal Algérie avec les jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes, si vous analysez leur dire, et c'est valable dans toutes les régions d'Algérie, c'est qu'ils ont perdu pratiquement tous les repères. Et ces repères devaient justement être sauvegardés par ces organisations sociales, caritatives, politiques, culturelles, qui devaient... Le travail n'a pas été fait. Et vous savez, la nature, elle a horreur du vide. Quand il y a un vide, c'est les mauvaises herbes qui poussent. Mais on ne peut pas faire de schéma, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, d'accord, Jamal. On sait que beaucoup de leçons ont été tirées depuis 90 à ce jour. Beaucoup de leçons ont été tirées. Et quand vous voyez des islamistes eux-mêmes qui étaient intégristes, ils sont revenus sur leur chemin pour revoir un peu les choses de manière plus claire. Mais tout le monde sait que nul ne sait ce qu'il y a dans le fond de chacun. On sait qu'en politique, c'est là du mensonge. Et quand on mélange la politique et la religion, vous pouvez facilement convaincre une population en citant des versets coraniques pour les avoir de son côté que de donner d'autres versets plus rationnels, plus sociaux pour que la population adhère à votre projet. Entièrement d'accord. Mais je vous dis encore une fois, là, on se passe encore dans le sentimentalisme béat, c'est-à-dire qu'on fait que des... Mais entièrement d'accord. Mais je vous dis encore une fois, là, on se passe encore dans le sentimentalisme béat, c'est-à-dire qu'on fait que des constats et dire parce qu'il y a tel discours, il y a tel... Je vous dis que depuis 23 ans, l'avènement du multipartisme en Algérie, on n'a pas vu une école politique dans un parti politique. Et vous l'avez dit tout à fait au début, on n'a vu que la course à la chaise, course à la responsabilité, course à des avantages. Voyez? Et aujourd'hui, on attend maintenant la campagne électorale pour voir est-ce que on a compris. Est-ce que les partis politiques vont mettre en application justement ce qu'ils ont retenu de toute cette expérience que nous avons? Est-ce que les discours vont changer? Est-ce que réellement c'est les buts que chacun d'entre nous recherche sont des buts qui vont permettre à ce pays de se relever, de continuer de lever la tête? Je vous dis encore une fois, parce que le 10 mai, on ne va pas voter pour tel ou tel, mais on va voter pour sauver ce pays. Ça, des engagements fermes doivent être donnés par qui de droit pour que nous puissions rediscuter de l'Algérie après. Mais aujourd'hui, première mission, premier objectif, c'est effectivement d'aller voter et de sauver ce pays. C'est une importance capitale. Et ça, maintenant, si on ouvre le débat autour de ce que nous sommes en train de dire, vous et moi, et de remettre... d'attirer l'attention de tout un chacun sur les dangers que représente le scrutin, le vote du 10 mai, c'est un autre débat très profond qui nous prendrait des nuits et des nuits pour expliquer le pourquoi et comment. Sur la scène internationale, sur la scène nationale, sur tout ce qui se passe dans le monde, nous avons intérêt à sauver ce pays. Et le 10 mai est une date qu'il ne faut pas éviter. Vous savez, on peut être contre le système, on peut être contre le régime, on peut être contre une personne, on peut être contre un ministre, on vous l'accorde, tout le monde vous l'accordera.
tout le monde vous l'accordera. Qu'il y a eu des mondes, vous l'accordera. Qu'il y a eu des fraudes les dernières élections, oui. Qu'il y a des manques, oui. Qu'il y a des problèmes, oui. Qu'il y a une incompétence qui a géré ce pays, oui. Qu'il y a eu une histoire qu'il faut écrire maintenant sur ces 50 années d'indépendance, oui. Ok, mais attention, le 10 mai, c'est toute une autre donnée. Et après le 10 mai, je vous dis encore une fois, on pourra tout remettre sur table et régler ça entre nous. Aujourd'hui, l'équation, elle est là. C'est cette équation qu'il faut résoudre. Mais ceci n'empêche pas cela qu'il faut continuer à se battre, bien sûr. Il faut que dans ce pays, ce soit un éternel combat. Voilà. Et vous avez bien commencé d'ailleurs la discussion. Je suis d'accord quand on dit que le 10 mai c'est important pour l'avenir du pays. Tout le monde est interpellé, tout le monde doit accomplir son devoir, voter pour n'importe quelle personne qui lui semble utile, compétent ou comme il doit le dire, que ce n'est qu'un point de départ vers d'autres défis, vers d'autres échéances, vers d'autres... Tout à fait. Ce n'est pas 10 mai qui va... Non, c'est pas définitif. Ce n'est qu'un pas en avant. Voilà. Ce n'est qu'un pas en avant, voilà. Mais l'important pour moi, pour l'instant, c'est que c'est quand on ne sait pas qui est qui. Vous allez voter, d'accord, mais demain, on risque de revenir sur les mêmes situations parce que nos partis politiques actuels ne sont pas vraiment avertis sur le danger qui attend ce pays. Voilà. Mais je vous dis, voilà, tout à fait. Dans tous les pays du monde où il y a un courant islamiste et démocrate, il y a division. Je discute avec tout le monde. Je vais appuyer mes propos. J'ai été menacé par un terroriste. 2 ans après, je ne l'ai pas revu. Je l'ai vu blessé. Je suis allé tout seul pour lui proposer mon aide. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Ce n'est pas l'islamisme qui me fait mal en tant que personne, en tant que citoyen. Mais c'est toute cette population. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Ce n'est pas l'islamisme qui me fait mal en tant que personne, en tant que citoyen. Mais c'est toute cette population qui ignore la différence et le danger, qui appuie des idées obscurantistes. Mais voilà, à mon sujet, rien ne me dérange. D'accord, non, entièrement, non, bien sûr que rien ne vous dérange et ceux qui nous écoutent aussi, mais c'est justement le fait de le dire de cette manière, rien ne me dérange, qu'on devient passif. Là, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être passif. Les démocrates, quand il s'agissait de voter, si vous vous souvenez, ils étaient allés à la mer, sont allés se baigner parce qu'ils sont démocrates, c'est ça. Non, il faut toujours garder ce côté, pas agressif au sens d'agression, mais garder ce côté qui vous permette à chaque fois de vous remettre en cause, mais c'est surtout de poser les problèmes sur la table et de dire quels sont les dangers qui nous guettent à chaque moment. Les dangers sont là, sont à nos portes. Tout le monde en a parlé, même le président en a parlé. Alors aujourd'hui, c'est justement dans ces débats qu'on doit tout dire, développer des discours contradictoires en essayant de convaincre ceux qui nous écoutent que le danger du 10 mai est un danger réel, qu'il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui se passe dans tous les pays qui nous entourent. Quelle est la menace? Jusqu'où on peut aller avec l'intervention étrangère? Est-ce que nous sommes à l'abri? Bien sûr que certains vous diront l'Algérie est spécifique. Oui, mais jusqu'à une limite. Au-delà de cette limite, ça ne tient plus la route. Nous ne sommes qu'un pays, nous ne sommes qu'une nation, parmi combien de centaines de nations, mais les puissances, elles sont là, parce qu'ils remodèlent le monde, parce qu'ils redistribuent le monde, parce qu'ils refaçonnent le monde, et parce qu'aujourd'hui, ils travaillent pour leur intérêt. Et leur intérêt, tout le monde le sait, que vous mouriez de faim, ou que vous marchiez pieds nus, ou que vous soyez enterré vivant, ce qui les intéresse, ce sont vos ressources, ce que vous avez chez vous, dont ils ont besoin, ou eux, parce qu'il s'agit de leur survie. Et le départ, il est là, puisque je ne sais pas si vous le savez, le grand Moyen-Orient, chez vous, dont ils ont besoin, ou eux, parce qu'il s'agit de leur survie. Et le départ, il est là, puisque je ne sais pas si vous le savez, le grand Moyen-Orient a été bien dessiné aux États-Unis. Et c'est un peu la continuité de tout ça. Mais c'est justement, quand je disais une fois à cette même antenne, il y a 2 ou 3 ans, je disais que le problème des pays arabes, c'est que c'est l'absence de démocratie. Tout le monde rigolait parce qu'on disait que les Arabes étaient des gens qui acceptaient tout et qui arrivaient à s'adapter à tout. Mais quand ça a éclaté en Tunisie, ensuite en Égypte, ensuite en Libye, ensuite ça a bougé au Maroc, ensuite c'est parti plus bas en Mauritanie, ensuite c'est reparti dans d'autres pays, au Yémen et
et ainsi de suite, on s'est rendu compte qu'en fait, le danger, il est là. Il fallait que quelque chose fasse démarrer justement ces révolutions pour qu'aujourd'hui on pose les problèmes différemment qu'on les posait. Parce que il y a quand même une nation, il y a quand même une nation structurée, il y a une administration, il y a une gouvernance, il y a un peuple, il y a une histoire, il y a une culture dans ce pays qui peut faire barrage à tout ça. Mais attention, ça peut changer le 10 mai si effectivement on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention. Voilà, c'est pas, ne croyez surtout pas qu'on est obligé de faire des discours pareils, mais je vous dis encore une fois, jusqu'au 10 on peut en parler comme ça, mais au-delà du 10 on n'en parlera plus parce que ce sera plus nécessaire d'en parler. Oui, Djamel, vous avez dit quelque chose d'important qui interpelle les consciences. Vous avez dit que l'Algérie possède des gens qui peuvent changer la donne, qui peuvent aller loin. Convaincu. Je vous assure, le temps finira par donner raison ou vice-versa. Après le 10 mai, si jamais les islamistes l'auront, et ce sera un retard de 20 ans, 30 ans en arrière. Non, et non, nous allons revivre d'autres mouvements de contestation qui dénoncent l'hégémonie. Là, c'est un discours. Là, c'est oui, d'accord, mais là, c'est un discours. Ammar, attendez. Oui. Non, mais voilà que tout de suite vous faites un dérapage. Vous développez un discours d'intolérance totale, alors que vous avez la possibilité de développer un discours de conviction, mais pas un discours d'intolérance. Mais je vous dis encore une fois, vous dites les islamistes, c'est un parti politique, ils sont sous les lois de la République, sous la réglementation, ils développent un discours. Ils travaillent, ils réfléchissent, ils s'organisent. Et qu'est-ce que vous faites, vous venez juste d'avoir l'occasion de développer un discours valable, vous développez un discours d'intolérance et de confrontation. Et là, on n'est pas d'accord. Vous voyez, là, à l'antenne, on peut se disputer, on peut s'entre quelque chose comme ça, pour ne pas être méchant, vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on va vers des discours d'intolérance? C'est là où on a perdu pied. C'est là où on a perdu pied, c'est là où les fameux partis démocrates qui ne sont jamais arrivés à faire une alliance. Donnez-moi une date en Algérie où un parti... Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous atteints de zaïmisme. Mais aujourd'hui, l'Algérie n'a pas besoin de zaïm. Le 10 mai, on a besoin de voter juste et de voter pour que le pays s'en sorte. Maintenant, libre à tout le monde de développer des discours. Mais donnez-moi votre discours, celui que vous allez développer pour convaincre qu'il faut aller voter, qu'il ne faut pas s'abstenir. Le boycott n'est jamais une position politique. Ça n'a jamais donné ses fruits. Combien de partis politiques ont boycotté et 20 ans après, ils rentrent dans les rangs? Ils se sont rendus compte qu'en fait, pour changer un système, il faut changer de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on travaille. Le boycott n'est pas une solution. Absolument. Voilà. Merci. Ammar, j'ai beaucoup d'appels. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et je pense on aura peut-être dit certaines choses. Voilà, c'est ça qui est important ce soir. C'est moi, Msaray. Il est minuit 23 sur Alger, chaîne 3, c'est franchise de nuit. Je vous dis quand même ce qu'on m'écrit. Quelqu'un m'écrit, là on est en pleine doctrine et propagande du pouvoir. Arrêtez, c'est déjà mort vos trucs. Voilà. Je l'ai dit à l'antenne, comme ça on saura quand même que dans cette émission et dans toutes les émissions de la chaîne 3, on dit toujours ce qu'on pense. Alors, Yasmine, vous êtes là? Oui. Bonsoir, madame. Monsieur Benamar. Bonsoir, monsieur Benamar. Comment allez-vous? Bien, merci. Alhamdulillah. Aïwa. Eh bien, voilà. C'est pour justement discuter de cet état de fait que depuis l'indépendance pratiquement, on nous a interdit de faire la politique. Il fallait tout faire sauf de la politique. D'ailleurs, c'est propre au Maghreb. Et puis tout n'est pas instruit dans ce sens. Ils ne savent pas choisir. Alors, il faudrait savoir, c'était une politique qui a été suivie depuis l'indépendance, que la politique a été réservée aux gens du pouvoir, à certaines personnes et pas au peuple. Tout le monde travaillait, c'est vrai, à l'époque, on avait un salaire, il y avait 15 personnes dans un bureau pour un seul poste, et il fallait se taire. Et puis voilà. Donc, ce n'est pas comme ça tout d'un coup qu'on découvre qu'un peuple n'est pas politisé, qu'il ne sait pas choisir et qu'il ne sait pas faire.
la distinction entre un bon parti et un autre. Vous savez, je pense pas. D'ailleurs, moi particulièrement, j'ai vu l'autre jour à la télévision. Je pense pas. D'ailleurs, moi particulièrement, j'ai vu l'autre jour à la télévision l'émission où les jeunes ont parlé. Oui, vous avez suivi cette émission? Oui, je les ai trouvés extraordinaires. Ils ne sont pas. Vous avez dit qu'ils étaient complètement. Comment vous avez dit? Non, j'ai dit que après les avoir écoutés, bon, c'est vrai qu'ils avaient une présence, qu'ils savaient de quoi ils voulaient parler, mais ils n'avaient pas de référence. Vous savez, quand vous développez un discours, vous avez quand même vous faites appel à des références, vous faites appel à un certain nombre de comment qu'on peut appeler ça, de repères. Et ils parlaient toujours, donc ils étaient toujours dans une théorie qui était une théorie légèrement décalée de la réalité. C'est dû au fait qu'effectivement il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de participation à ce pays, qu'ils ont été marginalisés. On le sent. Et ça c'est aussi, on le sent. Et ça c'est aussi ça procède aussi d'une absence de maturité politique. Oh, oui, mais ils n'ont pas d'ancrage, c'est exact ce que vous dites, mais parce que justement, ils ne connaissent même pas notre histoire réelle. Mais tout à fait. Ils n'ont jamais appris. Tout à fait. Donc ils ne connaissent même pas les gens qui ont fait la Révolution, par exemple. Tout à fait. Ils n'ont pas de référence, justement. Historique, culturel, historique, politique même. Voilà. Donc, et maintenant, je défie quiconque de venir développer un discours devant un jeune Algérien qu'il tournerait tout de suite en dérision. Parce qu'il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette écoute attentive, ce respect, il n'y a rien. C'est plus faux. Ce n'est pas seulement le manque de confiance, c'est qu'ils n'y croient pas et la politique, c'est quelque chose de très mauvais. Ça a une image négative au sens le plus large, le plus profond. Mais tout à fait. Mais pourquoi ça procède encore une fois de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les promesses qui leur ont été faites au nom justement de cette politique qui n'ont pas été tenues. Et à chaque fois, les réflexes se répètent. Ils sont là. C'est toujours la même rengaine, dirais-je, le même disque, le même refrain, et qu'on n'arrive pas à convaincre, on n'arrive pas à innover, on n'arrive pas à tenir ses promesses. On n'arrive pas à trouver des hommes porteurs, des leaders, des meneurs d'hommes. Ils ne voient pas d'horizon, ils ne voient pas que dans leur pays, ils peuvent vivre, ils peuvent aimer, ils peuvent, être heureux, ils peuvent se voyager, ils peuvent faire ce que feront tous les jeunes du monde, et tout ça fait que la fracture s'est installée. Maintenant, la question, et là vous serez d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on va faire ou que va-t-on faire nous-mêmes? Je crois qu'ils ont leur propre référence. Et comme ils ne veulent pas entendre parler justement des hommes politiques, si vous voulez les révulser, vous leur dites qu'il faut entendre tel ou tel. Mais et pourtant il en faut. Oui. Il en faut. Mais c'est une nécessité, voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit faire tous comme nous sommes pour qu'on puisse rétablir ces ponts? Pour qu'aujourd'hui, on ne développe pas des discours pour demander aux gens d'aller voter. Non. Je suis, comme vous et comme tous ceux qui nous écoutent certainement ce soir, une campagne électorale dans un pays européen. Vous savez, on est déçus parce que dans tous leurs discours, ils ne parlent pas de ce pays, ils ne parlent pas de la relance de l'économie, de la croissance, mais ils parlent des émigrés, ils parlent de la viande halal. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que réellement la politique va s'abaisser de la viande halal? Mais on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que réellement la politique va s'abaisser jusqu'à ce niveau, et particulièrement pour des élections aussi importantes? Et voilà, donc si dans ces pays ça se passe comme ça, et nous, c'est le refus total. Il n'y a pas de discours politique. Voyez ? Il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans le langage des jeunes qui ont parlé l'autre jour à la télévision. C'est presque tous, à part un ou deux personnes, dans leur langage, il y a le mot Mapaounesh. C'est toujours ce langage, c'est terrible.
Oui, parce oui, que c'est mais l'image qu'ils ont vue tout le temps chez les tout le temps. politiciens. Mais Remarquez. remarquez, remarquez, dans tous les discours, depuis donc, j'écoute assidûment la radio. Je regarde la télé, j'écoute un peu tout ce que tout le monde dit à travers la presse écrite. Vous savez, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce que tout ce qui est développé, tous les discours qui sont diffusés, toutes les prises de parole, tous les débats qui sont faits, c'est autour de la rente pétrolière et la redistribution de la rente pétrolière. Voilà où se situe le débat actuellement. C'est-à-dire, parce qu'on a des milliards qui sont mis de côté, qui assurent un matelas, je veux dire, financier pour l'Algérie, mais c'est l'argent de l'Algérie, c'est pas l'argent de l'individu. Et tout le monde vous dit cet argent, voilà comment on va le redistribuer. Et personne aujourd'hui n'a développé un discours de prise en charge du redéploiement de l'industrie algérienne, de l'ouverture du marché algérien, je veux dire, dans la compétitivité. Personne n'a parlé du règlement des problèmes sociaux, personne n'a parlé de la santé publique, ce dont elle a besoin, personne n'a parlé d'un monument de la gouvernance de ce pays qui est l'école, et tout le monde vous parle de la manne pétrolière, de son argent, comment le redistribuer. Alors tout le monde vous dit la justice sociale, c'est la redistribution de la richesse. Mais avant de redistribuer la richesse, excusez-moi, avant de redistribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Absolument. Il ne faut pas la pomper dans les puits de pétrole, il faut d'abord la créer. Et là, tout le monde s'est arrêté à la redistribution de l'argent. Non mais écoutez, des partis politiques sont des partis qui sont accompagnés par des compétences économiques, politiques, culturelles, sociales, médicales, et leur proposent des programmes. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore entendu quelqu'un nous dire, vous me direz, c'est pas encore le moment, mais enfin, c'est jamais le moment. Mais tout est moment. Pour dire que moi, je ne parle pas de la redistribution, moi je parle comment créer de la richesse. Est-ce que je peux investir dans le capital humain? Est-ce que la jeunesse... Mais enfin, c'est jamais le moment. Mais tout est moment. Pour dire que moi, je ne parle pas de la redistribution, moi, je parle comment créer de la richesse. Est-ce que je peux investir dans le capital humain? Est-ce que la jeunesse, on peut investir? Est-ce qu'on va changer de formation professionnelle, arrêter de faire des menuisiers à tout va, et d'avoir une formation professionnelle plus intelligente avec des propositions concrètes? Est-ce que les impôts, l'excès d'impôts ne tue pas l'impôt? Est-ce qu'on ne doit pas réviser la manière d'imposer l'entreprise algérienne? De quelle manière on va pouvoir l'aider? Est-ce qu'on peut changer le travail des banques primaires qui ne prêtent pas de l'argent et qui aujourd'hui laissent des entreprises s'étouffer? De quelle manière on va restructurer le réseau bancaire? Mais ça, vous ne l'entendrez pas. On n'entend que redistribution de la manne pétrolière et l'équilibre de la justice sociale, redistribuer la richesse. Mais il faut d'abord la créer, monsieur. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui vous disent « mais tout le monde parle d'argent ». Et pourquoi on ne parlerait pas nous? Ben oui, parce qu'ils ont toujours entendu parler que de ça, justement. Ils ont été spectateurs en voyant les autres s'enrichir d'une façon indécente, sans faire grand-chose. Alors ils se disent, maintenant c'est à notre tour. Et bien sûr, moi j'ai pas entendu encore dans des discours de quelqu'un disant que oui, nous avons des programmes, mais le premier programme commencerait déjà par le fait de réduire les salaires des députés. Je vous dis encore une fois, ça frise l'indécence. Parce que le député, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se consacre à son travail de député. Certes, il a droit à des indemnités, mais pas à ce point excessif. Il a besoin de vivre, mais il n'a pas besoin d'habiter dans un hôtel de 5 étoiles. Ben, écoutez, les révolutions, elles se font avec des révolutionnaires. Voyez, on ne peut pas faire une révolution dans les salons. Alors, quand un jeune vous entend dire qu'un député touche 300 000 dinars, sans compter tous les avantages qu'il a, il vous dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, je vais essayer d'être député. Et comme il sait qu'il ne sera pas député, il va empêcher les autres d'être de bons députés. Voilà. Vous voyez, il va rentrer en conflit. Et là, c'est là où doit, si vous voulez, apparaître ou intervenir ce nationalisme, enfin, qui aujourd'hui a été galvaudé. C'est là où doit, si vous voulez, apparaître ou intervenir ce nationalisme, enfin, qui aujourd'hui a été galvaudé. Mais le fait de dire qu'on se sacrifie pour ce pays. Oui, madame. Je voudrais rêver encore. Écoutez, je voudrais, écoutez-moi 2 secondes, je voudrais rêver et entendre un matin à la radio que les députés renonceront à leur salaire.
C'est ça la révolution. Oui. Parce que en 54, personne n'avait un salaire. Ils ont donné leur vie. Ils avaient des vies à donner. Voilà, et comme justement le président de la République dans son discours a dit que ces élections sont aussi importantes que celles de 54, ouais. Eh bien je crois que les députés devraient faire la même action et dire, voilà, vous verrez qu'à ce moment-là, les jeunes ou les moins jeunes sauront choisir les leurs. Entre autres. Mais ce serait qu'un rêve. Entre autres. Voilà. Maintenant, je voudrais... C'est autre chose, hein, parce que là, si on s'embourbe dans ce truc-là, on va parler, comme vous avez dit, des nuits, des jours et des nuits. Oui. Voilà, c'est autre chose. Hein. Vous savez, vous êtes entendu par des centaines de milliers de personnes. Qui? Cette émission. Ah, d'accord. Et depuis des années. Bon, je vous apprends rien. Moi, je voudrais simplement faire une suggestion. Si, par exemple, chaque personne qui vous écoute vous envoie une petite carte postale avec son âge, l'émission qui, par exemple, l'a le plus frappé, ou bien le sujet qui voudrait le plus être abordé. Oui. Comme ça. Oui. Vous allez avoir une avalanche de courriers, mais... Non, il y est déjà l'avalanche. Ce qu'il y a, c'est que... il y est déjà l'avalanche. Ce qu'il y a, c'est que... le principe de l'émission est un principe qui est efficace. Il respecte à 100% l'anonymat. Ah, vous voyez, il d'accord. respecte l'anonymat. Non, c'est pour savoir quels sont les gens qui... Oui, bon, il y a quand même quelque chose qui est fait derrière nous. C'est par rapport à, je veux dire, au taux d'écoute, par rapport à, il y a des statistiques qui sont faites, le nombre d'appels, tous les sujets qui sont traités. Il y a quand même quelque chose qui est fait derrière. Mais je vous dis, cette émission et bien d'autres encore sur la chaîne 3, même sur les autres chaînes, c'est l'anonymat total, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette crainte effectivement que on a hérité d'une période qui était très difficile, qui a laissé des traces. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est l'anonymat total. Il y a des choses vraies, des choses intéressantes à dire, il faut les dire. Vous appelez de n'importe où, même de l'étranger. L'important, c'est que vous puissiez développer votre idée, vous puissiez nous apporter quelque chose, et vous puissiez nous dire que vous aussi vous réfléchissez comme votre voisin de palier. Voyez, pour éviter cette fracture, cet éloignement, cette solitude, chacun dans son coin, mais qu'on sache au moins ce que ressent n'importe qui d'entre nous, et qu'il le porte comme ça à l'antenne. Voilà. Mais du courrier, il y en a. Ah, d'accord. C'est ma lecture préférée. Bon, voilà. J'efface tout. Très bien. Merci, madame. Bonsoir, monsieur. Très bonne soirée, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Il est minuit 38 sur Alger chaîne 3, c'est franchise de nuit, 015 jusqu'à 1h. Mohamed Lahbib, bonsoir. Bonsoir, monsieur Benamara. Aslama Tabib wa Sharak. Allah yisselmek, merci beaucoup. J'allais très bien jusqu'à il y a une heure, une demi-heure où je commence à m'énerver. Ah ben j'espère que c'est pas notre discours, non? Du tout. Enfin, en fait, je m'énerve pas pour moi, je m'énerve parce que je viens de découvrir qu'il y avait une nouvelle complication du cancer ici en Algérie. Elle est particulièrement algérienne, cette complication-là. La complication du cancer? Oui, c'est une nouvelle complication, on va dire, en cancérologie. Ben oui, on va... Et vous l'avez découverte, là? Oui. C'est quoi? J'espère que tous les auditeurs de la GC3 et les Algériens en général vont la répertorier avec moi dans le registre du cancer. Allez-y, je tire mon calepin, là, c'est intéressant. J'ai appelé la GC3 et votre émission surtout pour crier, pour vous appeler au secours, parce que là, je viens de Boumdine, la salle d'embarquement. Il devait prendre le vol à 22h pour rentrer chez lui à Tamanrasset. Il vient de subir une cure de chimiothérapie. Il a raté le vol. Et là, vous êtes où, vous? Là, je suis chez moi à Tamanrasset. Tamanrasset. Oui, je suis. Enfin, j'ai oublié de me. Non, Malish. Non, s'il vous a appelé, c'est juste pour préciser que votre patient, donc, il rentre chez lui. En principe, vous êtes à Tam. Voilà. Moi, je suis à Tam. Très bien. Mon patient, il est à Alger. Il a fini une cure de chimiothérapie. Il est là maintenant à l'aéroport Ouari Boumediene. Oui. Et le vol vient d'être annulé. J'allais faire un lapsus, mais
et il vient d'être annulé. Et c'était quoi comme lapsus? Le vol, et vous avez dit le viol. Voilà. Oui, d'accord. Oui. C'est presque ça. Oui, ils ont violé la confiance, oui, j'ai compris. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et là, maintenant, après l'annulation, il me dit que personne ne... La confiance, oui, j'ai compris. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et là, maintenant, après l'annulation, il me dit que personne ne les reçoit, qu'il a envie d'aller aux toilettes, mais il a besoin de conditions particulières pour y aller, que personne ne veut leur parler, qu'on leur dit que à cause de conditions météorologiques, ils ne pouvaient les prendre en charge. يا صاحبي هذا السيد جاي من الصحراء غادي يدير شيميوثيرابي ديجا من تقول له الجزائر الجي خافي ما يقول لك نموت ولا نمشي للجزائر الله غالب لا شيميوثيرابي كاينه غير في الجزائر ومن بعد من يديرها ويجي مولي لداره مسكين مكشوف يراطي الفول يدي فول واحد اخر تقول له الفول انيولي وقعد بايت هنا في الايروبور ولا روح شور هذا هو سي بور فو دوني ان كليشي. Mais que réserve, là, on va essayer d'étayer rapidement ce que réserve la loi dans ce cas de figure. C'est-à-dire que, est-ce que lui, il est dans la salle d'embarquement, donc il est sous la responsabilité. Et puis bon, vous me direz oui, on va encore revenir à cette histoire de déposer plainte et tout. Mais aujourd'hui, les accompagnateurs doivent savoir qu'ils sont sous la responsabilité de la compagnie. Et je pense que c'est la compagnie d'Air Algérie, non? Tout à fait. Oui, à 22 heures, c'est les vols, c'est le domestique, oui, c'est l'Air Algérie. Donc voilà, on prend acte qu'effectivement, il y a une forme d'abandon qui s'opère particulièrement avec ces malades. Voilà. Enfin, pas particulièrement les malades. Moi, je parle de malades parce que c'est mon métier. C'est quelqu'un qui m'a appelé, qui vient de m'appeler. Mais pas particulièrement ça. Mais j'ai tenu à apporter mon témoignage là, maintenant, tout de suite, parce que c'est un cliché justement que tu fais قبل ما نوصلوا للحقرة. Mais je suis un auditeur de votre émission entre autres ونسمع les interventions وكذا والحقرة mais الحقرة ما تجي غير من فوق يا صاحبي بيناتنا بركي بعضنا البعض يا صاحبي راه من تحت ثاني من لاباز وطلع بيناتنا بركي بعضنا البعض يا صاحبي راه من تحت ثاني من لاباز وطلع دروك واحد ان اجون ديسكال قال سكو فيان دو مي دير مون باسيون سي كو لاجون ديسكال ما حبش ميم با يشوف فيه ne peut pas le regarder, mais il chauffe فيه. هذا agent d'escale, راه كيفاه il est dans la même situation parce que mon patient aussi c'est un fonctionnaire مسكين. Oui, tout à fait. أو دروك تهضر لي الحقرة ثاني راها من تحت ماشي غير من الفوق. وراه تما là je tiens à vous remercier beaucoup شوف يا والله loin de moi toute velléité de shit ولا أنا je veux remercier deux personnes. Il y a vous la chaîne 3. Et il y a la présidence de la République, والله العظيم غير هضروا معايا في التليفون كيما راك تهضر معايا ولا encore mieux. Ils m'ont calmé. Je leur ai parlé دروك parce que ما لقيت معاهم نهضر. Air Algérie ne répond pas. Les journaux والو parce que j'ai passé 1 heure هذه غير في التليفون دروك نحوس معاهم نهضر vous dire. Merci c'est Habib. Voilà, je pense que le message est passé. Merci à vous. Et je pense qu'il faut le faire chaque fois que le besoin se ressent ou que vous êtes témoin justement d'une situation, il faut la dénoncer parce qu'il faut arrêter d'être complice par le silence. Très bien. Au moins واحد على الأقل إن شاء الله. Très bien, merci. Bonsoir, un petit coucou à nos amis de Tam. Il est minuit 44. Minuit 47 sur Alger chaîne 3, c'est la deuxième heure de franchise de nuit. On arrêtera à 1 heure bien sûr et on se retrouvera tout à l'heure à 23h car on est déjà le samedi. Bonsoir. Allô madame, bonsoir. On oublie de me donner les prénoms là, j'ai une grève des prénoms. Et c'est voilà, oui. Linda, bonsoir. Linda. Bonsoir monsieur Benamara. Ça va? Ça va, oui. Ouais. Alors? Là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas par où commencer? Non. Linda. Bonsoir, monsieur Benamara. Ça va? Ça va, oui. Ouais. Alors? Là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas par où commencer? Non. Enfin, c'est déjà notre ami qui vient d'appeler. صح كاين منها surtout ici en Algérie. J'ai entendu le sujet que vous avez abordé ce soir. Oui. Oui, madame, on vous écoute, madame. Allô?
Oui. Oui, madame, essayez de parler parce qu'on n'a pas assez de temps et puis, je ne sais pas. Enfin, je prends pas beaucoup de temps. C'est juste pour vous dire que... Oui. Oui, mais ça on le sait, madame, on parle, mais quand on veut parler le Hogra, on ne dit pas le Hogra. Qu'est-ce qui lui a donné cette possibilité, ce qui a donné la possibilité à l'Hogra de prendre du volume et de constituer un espace noir abondamment méchant envers les autres Algériens, c'est ça, bon, ça, le constat, on l'a fait, madame. J'attendais un sujet de votre part. Oui, parce que moi aussi, je suis victime de l'Hogra en quelque sorte. En tant que je suis une entreprise, je gère une entreprise. Oui, voilà. Donc, c'est ma les discours, parce que il y a nous les jeunes pour encourager les jeunes à travailler. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire. Vous perdez vos mots. Oui, on a compris que il y a quelque chose que vous avez vécu de malheureux justement parce que, d'abord peut-être parce que vous êtes une femme, non? Perdez vos mots. Oui, on a compris que il y a quelque chose que vous avez vécu de malheureux justement parce que, d'abord peut-être parce que vous êtes une femme, non? Oui. Une femme, oui. D'abord parce que vous êtes une femme. Oui. Et aussi, il y a les responsables qui... Bon, pour ne pas généraliser, mais il y a quelques responsables vraiment... Non, écoutez, c'est pas généralisé, oui. Mais malheureusement, même si on ne généralise pas, pour peu qu'il en existe un, et ça devient une maladie. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis gérante d'une entreprise. D'accord. Et vous avez des hommes que vous commandez, que vous dirigez? Oui, il y a des hommes, il y a des femmes. Oui, oui, bien sûr, il y a des femmes. Heureusement d'ailleurs, il faut arriver à faire une parité. Alors, et quelle est la réaction des hommes devant une femme? Non. Très bien. Et vous avez des problèmes avec qui alors? Avec des responsables. Des responsables qui sont au-dessus de vous? Oui. Mais pourquoi Hagrouk? Parce que vous êtes incompétente ou parce que vous êtes une femme? C'est tout. Non, hein? c'est pas pour ça, non. C'est des gens qui... je m'excuse, mais qui doivent déposer, ça fait quelques jours. Oui. On a déposé notre dossier pour soumissionner à un projet. Un responsable qui demande un pourcentage de montant de projet. La chipa. La plupart. Oui. Oui, mais pourquoi vous n'appelez pas un chat? Parce que là, vous m'avez fait perdre 3 secondes à réfléchir. Dites-moi qu'il y a fait un chipa et on continue. Voilà, la corruption. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise. Non, mais quand vous me dites des pots de vin, ça existe. Des deux sous table, ça existe. La corruption, ça existe. Et alors? Ils vous disent... Oui, ben voilà. Bon, vous me dites, vous êtes rendu compte qu'en fait, ça risque de devenir un droit. Et de quelle manière on vous les demande? Comment on vous présente la chose? Vous pouvez parler, je vous dis encore une fois, c'est l'anonymat total. On ne sait même pas d'où vous appelez. Alors, allez-y. C'est-à-dire... Écoutez, vous avez la possibilité, vous avez l'occasion, l'opportunité de dire les choses qui vous tiennent à cœur. Profitez, faites-nous profiter un peu de votre expérience. Ceux qui nous écoutent sont curieux de savoir comment on vous présente la chose. Comment on vous présente cette chose de vous demander des dessous de table. On vous le dit directement, on vous envoie une tierce personne. Oui, des fois directement. On vous demande combien? Du 10%, du combien? Tout dépend de montant de projet. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous répondez? Non, je peux pas travailler comme ça. Vous n'avez jamais envoyé une petite enveloppe? Non, jamais? Non. Très bien. Je travaille pas dans des conditions pareilles.
Oui, mais si on vous dit, mais si d'autres vous diront, mais si, madame, vous ne travaillez pas comme ça, vous risquez de disparaître. Alors, quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? C'est ça le problème. C'est ça le problème, voilà. C'est ça le problème. Il faut arriver au véritable problème. Ouais. C'est ça. Si vous ne le faites pas, vous risquez de disparaître, mais vous avez une éducation, vous avez le sens du civisme, le sens du respect, le sens de l'honnêteté qui fait que vous ne le faites pas. Ouais. Et comment vous pensez vous en sortir alors? Rien du tout, hein. Pas de réponse, hein. Pas de réponse. Oui. On vous l'a demandé souvent comme ça? Souvent, c'est presque souvent. Comment on le fait? C'est-à-dire, quand vous nous le dites, là, on est déjà averti. Comment ils le font? Comment ils vous présentent la chose? C'est normal. Là, comme je vous ai dit, c'est-à-dire tout dépend de montant de projet, vous demandez un pourcentage. Aynani. Sinon, Aynani, voilà, exactement. Et vous n'êtes pas tenté un jour de leur jouer un petit tour, de faire semblant d'accepter donc les pots de vin et puis de scanner les billets, plaintes. C'est le petit piège qui se fait maintenant. Non, vous n'êtes pas tenté de faire ça parce que vous rendrez service à la République, là. Hein. J'ai essayé, mais avec des menaces, avec de... Ah si, vous n'échapperez pas. Oui. Ah, vous n'échapperez pas. C'est un risque. C'est un risque, oui. Et vous demandez donc que de l'autre côté, vous soyez protégé lorsque on prend cette décision de lutter contre la corruption, de faire ces choses-là, d'accéder donc à cette confrontation, de résister. Et vous, ce que vous demandez, c'est d'être protégé après. Bien sûr. Et vous pensez qu'on est capable de vous protéger de... Ah non. Je pense pas. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui acceptent. Ah ben oui. Et oui. Parce qu'il y a les corrupteurs et il y a les corrompus. Oui. Non, il y a des entreprises qui acceptent ça. Et ils généralisent l'action. Oui. Ils généralisent l'action. Oui. Très bien. Et vous subissez en ce moment cette situation? Oui, je me dis... Et dites-moi la vérité, je suis en train de vous tirer les vers du nez, là. Je dirais pas que ça me fatigue, mais c'est un peu long. Et dites-nous la vérité, vous avez été victime ces derniers jours, ces derniers temps? Ces derniers temps, on est victime, vraiment. C'est... D'un côté, on encourage les jeunes à travailler. On veut travailler. On a créé des entreprises, on veut travailler, on veut rester dans ce bled. Mais... Oui, mais il ne suffit pas simplement de dire je vais rester dans ce pays, il ne suffit pas de dire moi j'ai envie de travailler dans ce pays, mais c'est pour arriver à faire ça, je le disais tout à l'heure d'ailleurs avec Mel, sans arrêt. Tous les matins, tous les soirs, c'est un véritable combat. C'est pas simplement vouloir rester dans ce pays, mais il faut se battre pour rester réellement, pour rester dignement, pour vivre dignement et pour faire ce qu'on a envie de faire dans ce pays. Il faut continuer à se battre, non? Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça se rétablisse, c'est-à-dire qu'on peut sacrifier des générations. Vous pouvez peut-être disparaître et qu'on n'aura pas réglé le problème. Une autre génération, vos enfants viendront, peut-être qu'on n'aura pas réglé le problème. Ils continueront à se battre. Ce n'est pas Khatem Sidna Suleiman du jour au lendemain. Le combat, il est là, il est perpétuel, il est tous les matins, tous les soirs, il est là. C'est la vigilance, c'est la prise de position, c'est le fait de résister, c'est le fait de rayonner autour de soi, c'est le fait de dire ces choses-là qu'on dit ce soir. C'est ça le combat, c'est ça. Ça ne finira pas parce que ces choses-là, quand elles sont ancrées dans une société, c'est très difficile à les déloger. Si vous avez 80% d'une population qui ne vit que de ça, ça ne finira pas parce que ces choses-là, quand elles sont ancrées dans une société, c'est très difficile à les déloger. Si vous avez 80% d'une population qui ne vit que de ça, c'est très difficile de ramener de l'ordre sur 80%. Mais c'est un combat quotidien auquel il faut participer si nous croyons à ce pays. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est pas, vous me direz, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est plus facile de le dire. Je vous dis oui, mais la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Ça a toujours, c'est comme le terrorisme, c'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être l'affaire uniquement des policiers, des gendarmes et des militaires. C'est l'affaire de tous les citoyens algériens qui sont conscients que leur participation apportera un plus à ce pays. C'est comme ça que ça fonctionne. D'éviter de dire, bon, moi, je suis pas touché, je suis pas concerné, ça me regarde pas, c'est les autres. Mais on sait pas trop quand est-ce que ça peut vous arriver. Non? Si? Oui. Voilà. On va se quitter? Allô, allô? Oui. On va se quitter pour le 8 mars, Merci puisque beaucoup. vous êtes là. Et, ben, écoutez, continuez à vous battre. Il faut résister.